ça devient une corvée ce truc. Vraiment. Je veux dire, au moins avant l'épisode donc 21, si je ne m'abuse, euh, c'était pas génial. Non, clairement pas génial, mais au moins ça alternait un peu et on n'avait pas du mauvais qui s'enchaînait autant comme ça. Mais ça fait 4 épisodes d'affilée qui me gonflent. Et je pense que ça vient du fait que vous avez mis en place quelque chose que j'aime pas du tout, que j'ai trouvé très très mal amené. Mais à part que ça, c'est vraiment un côté narration ultra rapide, expédié, forcé, où vous pouvez plus vous permettre de bêtement reprendre des formules que vous avez. On essaye encore de reprendre la formule comme quoi, il faut une espèce d'histoire un peu simple autour d'une de nos héroïnes, histoire de bien ancrer ça un petit peu dans la réalité, en plus des trucs surnaturels qui se passent. Et je me dis non, non, il faut pas. Vous en êtes à un stade où ça n'a aucun sens. Enfin bref, la situation est que Phobos a remis les pendules à zéro. Non mais sérieusement, on se retrouve exactement dans la même situation qu'au tout début de la saison 1, où Phobos, il a libéré tous les méchants qui étaient avec lui avant, et il a pris le contrôle, il a repris le contrôle. Il a repris le contrôle de son palais qu'il a retransformé en sale truc dégueu comme avant avec des, avec des ronces de partout. Parce que c'est son truc. Il aime ce qui est visuellement maléfique parce qu'il est maléfique. Donc il aime ça. C'est ça. Wouah, nouveau grand méchant de fin. Bref. Il fait ça et pendant que nos héroïnes essuient une énième défaite en essayant de lutter contre lui et ses super pouvoirs, ce qui montre à quel point Nerissa était une merde, parce que parce que s'il suffit d'attaquer avec les pouvoirs que le sceptre dont Nerissa disposait fournit, et ben voilà, on le tient. Il n'y avait pas moyen de chercher midi à 14h, de tourner autour du pot et de rester dans son coin, il n'y avait qu'à attaquer directement. Parce que techniquement, à moins qu'il soit passé quelque chose hors champ avec Nerissa qui a piqué notre pouvoir, le sceptre a le pouvoir de 2 cœurs. Et vous avez dit dans l'épisode 21 que le pouvoir de 2 cœurs, vous l'aviez ça aussi. Donc vous devriez être de forces égales, mais pourtant vous vous faites laminer par Phobos et ses troupes. Vous faites, à chaque fois, vous perdez du terrain et on se retrouve dans une situation où il a de nouveau le contrôle et une petite rébellion qui va être tuée très vite puisque ça va durer un seul épisode, tout ça. Oui, en l'espace d'un épisode, il prendra le contrôle d'absolument tout, Phobos. Tout Méridiane. On le dit à la fin, quoi. Les derniers partisans d'Elion se sont rendus. Ils contrôlent tout. En un épisode. Vous avez fait régresser la situation au niveau, au niveau début de la saison 1, en foutant en l'air tout ce que la saison 1 avait mis en place, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une rébellion puissante de forts partisans du bien qui étaient prêts à lutter jusqu'au bout. Ben cela non. Tout le monde s'est rendu. Chier sur un univers à ce point, c'est quelque chose quand même. Hein. Vous pouvez pas me faire croire que c'est des gens qui apprécient l'univers qu'ils ont créé, les personnages qu'ils ont créés. Hein. C'est clairement une adaptation faite pour tabler sur le succès de la BD et on fourre les premiers trucs qui viennent en tête. Sérieusement. Donc, pendant tout ça, alors que nos héroïnes se reposent un peu de leur lutte incessante contre Phobos et doivent se préparer pour l'école demain, parce que oui, ça aussi c'est un truc, il y a Eileen qui se fait rappeler, tandis qu'elle rappelle rapidement à ses parents, ah oui, mais maman, mémé est partie en Chine, elle a prévenu personne, mais voilà, elle est partie en Chine, grand-mère, hein, je vous jure. Excusez la con pour expliquer ça, et pendant qu'elle dit ça, il y a ses parents qui lui rappellent, ah oui, au fait, il y a ton concours de peinture qui va pas tarder à venir. Ah, et elle se dit, oh, le concours de peinture, j'ai totalement oublié avec tout ce qui s'est passé. Sachant que c'est un truc auquel elle s'est inscrite depuis plusieurs mois. Il semblait même qu'elle s'y soit inscrite avant d'avoir été transformée en gardienne. Enfin bon.
Et on lui rappelle juste 2 jours avant, et donc ouais, elle a absolument rien fait, rien préparé et tout, elle est... Ouh, là. Voilà, ça va être l'intrigue secondaire de l'épisode. Wouh. Et ouais, il y aura tout un délire comme quoi le thème c'est Xanadu, donc c'est une sorte de vision du paradis. Et ouais, donc c'est histoire de donner une explication, une excuse au X comme Xanadu du titre. Mais vraiment, hein, ils avaient absolument aucune idée de quel mot commençant par X on peut trouver pour donner le titre à l'épisode. Xanadu, ça passe peut-être. Ok. Et donc, ouais, elle est un petit peu désemparée parce qu'il faut faire passer sa vision du paradis et elle est dans une situation où ouais, ça se passe pas super bien avec leur devoir de gardienne et elle n'a pas trop de vision du paradis. Et donc, il y aura tout un passage complètement superflu et naze, je trouve, au retour de certaines images que ses amis lui donnent. Alors pense-toi assis, pense-toi dans un beau jardin, etc. Ou alors pense-toi dans un magasin de chaussures, ou pense-toi avec des lapins. Des trucs comme ça. Et à chaque fois, on la voit s'imaginer se trouver dans cet endroit-là, et c'est gâché parce qu'il y a un grand méchant qu'elle a affronté qui arrive et qui fout ça en l'air. Chaque fois. Ça servait à rien. Il fallait 2 minutes pour remplir l'épisode, voilà. Super, super. Perte de temps. Et donc, elle finit par avoir une idée qui lui vient en peignant donc son tableau. Et cette idée en question, c'est montrer donc Méridiane. Enfin, ça, en gros, elle dépeint exactement ce qui se passe à Méridiane. Genre, il y a une grande attaque massive, etc. Et avec tous ces méchants qui arrivent. Mais à côté de ça, il y a la lueur de l'espoir avec les gardiennes, hein, les 5 gardiennes qui sont prêtes à protéger ça avec le soleil derrière elles. Et, et ouais, ça symbolise l'espoir. C'est une espèce de vision du paradis qui est prêt à venir. Ok, c'est histoire de faire face à l'adversité, ce genre de truc. Et penser optimiste. Voilà, c'est plus ou moins ça. Il fallait un truc pour insister là-dessus. Oh, elle nous a vaguement inspiré pour être plus combative, même si on va pas s'en sortir, mais voilà. C'était pas intéressant du tout. Et le petit délire par rapport à ça, c'est que, bon, son tableau est pas très bien perçu par les juges, qui décident de décerner le prix à un autre tableau qui s'appelle Petit Lapin. Et donc, ouais, c'est le tableau qui est censé représenter Xanadu, soit une vision du paradis. C'est un tableau qui peint des tonnes de petits lapins. Personne n'a fait mieux que ça. Parce que je peux comprendre que vous ne soyez pas pris dans la vision de Eileen, mais personne n'a fait mieux que ça. Un tableau avec des petits lapins. Eh ben, vous avez vraiment dû voir de la merde dans cette expo, hein. Fou. Bon, il y a une histoire avec une espèce d'experte en peinture, une peintre professionnelle qui regarde ça et qui dit « Oh, c'est bien, tu promets, tu as de l'avenir, jeune fille. Oh, c'est trop bien !» Complètement inintéressant ce truc. Et sérieusement, on les montre perdre du temps sur ça. Elles auraient pu partir sur Méridiane plus tôt, mais il fallait s'occuper du problème ultra urgent de Eileen qui devait faire un tableau. Elle n'aurait pas juste pu trouver une excuse comme quoi elle ne pouvait pas présenter le tableau, non, il fallait impérativement qu'elle le fasse. Putain de merde. Enfin bon, dans l'histoire principale, donc, oui, Phobos a le pouvoir. On montre rapidement, et c'est, je pense, le seul intérêt de l'épisode, tous les personnages de la saison 1 qu'on a bien connus, tous les méchants qu'on a rencontrés. Il y a Miranda qui lui obéit comme un petit chien, qui lui fait des rapports de temps en temps, et d'autres méchants qui sont au rapport. Voilà, hein, c'est cool. Et on montre aussi des rebelles récurrents qu'on n'avait plus vu depuis longtemps. En plus de Vatek, il y en a un qu'on n'avait plus vu depuis un certain temps, etc. On montre rapidement le père de Caleb et la mère de Blunk. Elle a du dialogue, la mère de Blunk. Oh. On l'a vu une fois ou deux avant, voilà.
On voit Jake aussi rapidement. Voilà, il y a tous ces personnages d'importance plus ou moins variable dans la saison 1 qui sont remis sur le tapis avec cette nouvelle situation qui va super vite. Et ouais, le côté nostalgie de la saison 1, on va dire, peut faire effet. Personnellement, ouais, la nostalgie de la saison 1, je la ressens pas trop vu que moi je me suis enchaîné tous les épisodes, mais voilà, hein, c'est le petit détail intéressant, on remonte tous ces personnages-là. En dehors de ça, ouais, il progresse super vite, il a des tonnes de pouvoir dans son sceptre, et il avance sans trop de problèmes, il bat n'importe qui. Nos héroïnes essayent de lutter rapidement contre lui, mais il les envoie voldaguer super vite, à se demander pourquoi Nerissa s'en est pas servi comme ça, une fois de plus, parce que c'est une méchante de merde. Ça me gonfle de le dire parce que au début j'adorais le principe autour de Nerissa qui complotait un petit peu, qui fomentait dans son coin, qui semblait avoir certains plans, mais là c'est une méchante de merde qui est pas foutue de faire ce que Phobos fait avec à peu près les mêmes pouvoirs qu'elle. Et ouais, quoi, au bout d'un moment, quoi, ils attaquent la base rebelle, ils capturent Caleb et Blunk pour la énième fois, parce que oui, Caleb et Blunk se sont souvent fait capturer, surtout Caleb, hein, voilà, Caleb se fait capturer pour la 4e ou 5e fois par Phobos dans cette série, hein, il fallait rajouter une fois de plus ça au compteur. Et suite à ça, comme je l'ai dit, il a capturé tout Meridian, tout Meridian s'est plié à sa volonté maintenant. Et il n'y a plus qu'une petite poche de résistants qui ont été obligés de fuir à Kandrakar. Kandrakar qui sera la prochaine destination de Phobos qui prévoit de conquérir cet endroit. Mm. Et au passage, j'y pense, maintenant que Nerissa est censée être enfermée dans le sceptre, ça n'a pas d'effet son sort qui a emprisonné les autres gardiens de Kandrakar? Apparemment non. Donc, mais personne n'a jamais pensé à trouver un moyen de défaire ça non plus, j'imagine aussi, hein. Il faut faire quoi? Je sais pas trop. Mais il y a un truc à faire pour que ce soit défait, ce truc-là. Est-ce que ce sera défait, même? Est-ce qu'on va laisser ça sans réponse? L'oracle et les autres, ils sont paumés dans leur coin, on n'en a plus rien à foutre d'eux? Je sais pas, peut-être, j'en sais rien. Et voilà, donc, le reste de la rébellion et nos héroïnes se retrouvent là. Il y a Drake, si je me souviens bien, un autre chef de rébellion qui accuse les filles d'être responsables de ça. Et il a totalement raison, hein. C'était complètement con de libérer Phobos en lui faisant confiance comme ça. Alors, elles acquiescent un petit peu quand même. Nos héroïnes, il y a même Will qui a une réplique un petit peu bizarre. On a perdu et on l'a fait exprès. On a perdu et on a fait exprès. Ouais. Bon, j'ai pas tout à fait terminé parce que il y a un truc dont j'ai pas parlé qui se passe parallèlement à tout ça, c'est que dans le sceptre de Phobos maintenant, hein, c'est le sceptre de Phobos maintenant, il y a nos différentes personnes bloquées à l'intérieur qui discutent. Donc il y a majoritairement Nerissa qui est un petit peu sur les nerfs, mais il y a Elion qui lui dit que tout ça c'est de sa faute, etc. Et elle essaye un petit peu de lui faire ravaler ses mots, Nerissa, en s'attaquant à elle. Parce que oui, on a accès à ses pouvoirs à l'intérieur du cœur de Meridian Zambala. Ok. Et oui, c'est ça, hein, il y a tout un délire autour de ça, avec les autres gardiennes Rajani et Aileen, la vraie Yanlin, qui a enseigné à Elion à absorber le pouvoir du cœur. C'est ce qu'elle dit, hein. Je lui ai, pendant qu'on était bloqué là, je lui ai enseigné à réabsorber le pouvoir du cœur. Autrement dit, ça veut dire que le cœur a moins de pouvoir qu'il devrait en avoir. C'est peut-être la pseudo-justification à pourquoi elle n'a pas autant de pouvoir qu'Elion. C'est-à-dire que Elion a réussi à absorber le pouvoir du cœur, mais à l'aide de Yanlin. C'est-à-dire que avant qu'Yanlin ne soit enfermée, elle avait absolument aucune idée de comment faire Elion. Alors, j'apprécie le fait qu'on remonte Elion, déjà, hein. Je suis content, hein. Vous n'avez pas oublié, vous la remettez un petit peu en avant. Ça, c'est le truc cool de l'épisode. On remet en avant énormément d'anciens personnages. Voilà, on essaye de se rappeler qu'il y a tous ces personnages qui entrent en jeu, c'est cool. Mais ouais, ce côté-là, Yanlin sait comment absorber le pouvoir du cœur en étant piégé à l'intérieur. C'est quoi cette connerie? Vraiment?
Ah, elle m'a enseigné ça, elle a lu ça sur internet, comment on fait? Je sais pas, merde! Je sais que c'est une vieille sage, mais merde! Comment elle pourrait savoir ce genre de truc? Comment elle pourrait l'enseigner à Lyon comme ça? C'est n'importe quoi. Mais ouais, au bout du compte, Nerissa finit par se faire mater par Elion et les autres ex-gardiennes, qui sont au passage toujours rajeunies. Voilà, elles sont absorbées, elles sont plus censées avoir accès à leur pouvoir, mais elles les ont quand même, parce que magie, et malgré le fait qu'elles sont censées avoir leur vieillage, maintenant elles sont de façon définitive, semble-t-il, revenues à leur jeune âge. Voilà, j'ai de trouver la logique là-dedans, ta gueule c'est magique, je sais. Donc, ouais, elle se fait mater par les autres, Nerissa, et les autres lui disent qu'il y aurait peut-être moyen qu'on y arrive si si on met tous nos efforts ensemble, et pour l'instant on fait rien de plus, mais j'imagine que ce sera repris par la suite. Je vous cache pas que je m'attendais à ce que ce soit le nouveau rebondissement de fin qui fera en sorte que tout le monde s'échappe de là et que ce soit une fois de plus Nerissa qui reprenne le pouvoir, que ça joue au yo-yo avec ça de façon complètement ridicule et expédiée à chaque fois. Là non, on va essayer de faire durer ça un tout petit peu plus longtemps. On va attendre l'épisode suivant pour ça, hein. Ça sera l'épisode suivant, hein. Bon là je vais pas faire un pari là-dessus, mais je pense quand même que l'épisode suivant va essayer de remettre les choses aux mains de Nerissa en faisant en sorte qu'elle puisse se barrer de là avec les autres, et en se barrant de là elle reprendra les pouvoirs pour elle, et puis ce sera elle la méchante de fin. J'imagine ça va être ce genre de conneries. J'en ai plus rien à foutre, je vous jure, j'en ai complètement plus rien à foutre. Alors, est-ce que c'était aussi mauvais que les 3 épisodes précédents? Non, parce que on essayait quand même de bien rappeler la situation qu'on avait à Meridian, tous ces personnages qu'on a. Et même si je suis pas un fan de tous ces personnages, je suis content qu'on se souvienne de tous ces personnages qu'on a instaurés et mis en place. Et qu'on essaye de leur donner un peu d'importance, un tout petit peu. Ça c'est cool, j'ai apprécié ce détail-là. Le reste c'était très assommant, ça allait trop vite à de nombreux moments pour être un tant soit peu pris dedans. Je veux dire, cette façon dont Phobos prend le pouvoir sur tout à Meridian, je trouve ça mais forcé. D'ailleurs, j'en parle pas, mais il y a aussi un truc dans la mise en scène que j'ai trouvé très bizarre, c'est le fait que lorsqu'on montre Nerissa dans le sceptre s'énerver de voir que Phobos le possède, on est d'accord qu'il s'est passé quelques jours après Halloween, hein. On dit que les gardiennes luttent contre Phobos depuis quelques temps, depuis quelques jours, ça les exténue, et c'est après ça qu'on montre Nerissa dans le sceptre se confronter aux autres sans avoir fait gaffe à leur présence, quoi. Donc, ça veut dire que pendant plusieurs jours, elles sont restées comme des connes dans leur coin sans discuter, sans faire gaffe à ce qu'il y avait autour d'elles, sans réfléchir à quoi que ce soit. En tout cas, au moins Nerissa, elle a fait gaffe à rien du tout, elle a juste observé comme une débile. Je sais pas. C'est un petit peu bizarre niveau timing, hein. Enfin bon, quoi, ça va trop vite, l'histoire se savoure plus du tout. Hein, déjà, oui, vous mettez en place une situation qui n'a aucune légitimité pour moi parce que nos héroïnes se sont comportées comme des connes. Vous l'expédiez complètement, donc je suis pas pris dedans du tout. Le drame que vous faites autour de Caleb et Blum qui sont restés derrière et qui sont capturés, oh c'est triste, déjà on a vu ça à plusieurs reprises avant, donc le poids de la chose, il n'est pas super poussé je trouve, mais surtout, ouais quoi, ça va tellement vite, on centre assez peu sur Caleb dans l'absolu pour que ça ait un grand poids. Et une fois de plus, j'en ai parlé 2, 3 fois, mais Matt, il participe histoire de dire qu'il est là, mais c'est tout. On aurait pu faire sans lui, que l'histoire se serait déroulée à peu de choses près pareil. C'est comme les gens qui me reprennent. Ah mais attends, elle est importante Astrid dans Dragon 2, elle fait des choses. Oui mais scénaristiquement c'est rien du tout. C'est pareil ici avec Matt. On essaye de mettre en scène 2, 3 moments d'action où il joue un rôle, mais on aurait pu ne pas les mettre en scène ces moments-là et ça aurait été pareil pour l'histoire, absolument pareil. C'est pas pour dire que Matt est un mauvais personnage ou quoi que ce soit, ou que l'action autour de lui est mauvaise, mais... Bon, pour parler de l'action, ça va. Étant donné que tout est expédié, on en profite assez peu, je trouve, mais ça passe correctement, j'apprécie un tout petit peu ça. Ça suffit pas à en faire un bon épisode. C'est même pas
moyen, quoi. Je dirais que c'est un tout petit peu mauvais. Voilà, c'est un épisode un tout petit peu mauvais, qui est pas aussi affligeant que le dernier, clairement pas. Mais c'est clairement pas le truc qui me donne envie de poursuivre, hein. Mais bon, on verra. Peut-être que la confrontation à Kandraka aura plus de poids, sera pas aussi expédiée que dans cet épisode. Peut-être que vous arriverez à mettre en place la libération d'Elion et compagnie par elle-même. Parce que oui, les gardiens ne sont pas foutus de le faire. Il faut que ce soit Elion elle-même qui se sauve au bout d'un moment. Ça, c'est très marrant quand on y pense, hein. C'est très marrant, ça. Et ouais, ce genre de truc peut être un peu mieux fait dans la suite. Mais voilà, la situation qui est mise en place, je suis pas pris dedans. J'en ai presque plus rien à foutre, quoi. Donc je suis, parce que je suis obligé. Parce qu'il reste plus que 2 épisodes. Mais on verra bien ce que ça donne. À bientôt pour l'épisode 25. Bye.